Donc, c'est ça, je vais donner peut-être comme un petit background de ce qui m'a amené à aller en forêt, pourquoi j'ai été en foresterie, tout ça, puis après ça, expliquer ma compagnie, Agfa, pourquoi j'ai commencé ça, ce qui est le but, pourquoi on s'en est lancé dans l'énergie renouvelable. Et aussi, j'ai travaillé beaucoup à travers le monde. J'ai été voir différentes communautés. Donc, je vais parler beaucoup de qu'est-ce que j'ai vu, puis qu'est-ce qu'il y a des exemples qu'on pourrait s'inspirer d'eux. Donc, quand j'étais petit, j'étais souvent en forêt, puis tout ça, puis c'était vraiment pour moi. Je me sentais bien quand j'étais en forêt, puis tout ça, puis j'étais dit, waouh, c'est comme paisible, puis tout ça. Puis quand j'étais en high school, il y a un gars qui est venu parler, puis il a dit, actually, tu peux faire une carrière de la forêt. Puis là, j'ai dit, ah ouais, c'est vraiment. So, tu peux être payé pour gérer la forêt, puis tout ça. Donc, je m'en ai été en foresterie à Edmundston, à l'université. On a décollé 6 chums. Puis parce que c'était 6 chums, la première fois que tu décolles de chez vous, mais il y a un petit peu trop de partying. Donc, on a fêté beaucoup pour les premiers 6 mois. Puis mon père, qui avait sauvé beaucoup d'argent pour que j'aille, mon père ici, sauvé beaucoup d'argent pour que j'aille aux études. J'avais tout gaspillé son argent. Puis, il n'était pas trop impressionné, puisque je ne le blâme pas, mais il m'a appris une bonne leçon. Il a dit, viens-t'en, puis je t'ai trouvé une job, tu commences le 26 décembre à bûcher en forêt. Donc, il m'a appris qu'il faut travailler dur pour l'argent. Puis donc, j'ai bûché pour 6-7 mois dans la neige jusqu'à là, avec une scie mécanique. Puis, donc, j'aimais beaucoup ça, mais j'ai dit, OK, ben, je veux être en technique forestière. Donc, j'étais au Québec pendant un cours de 3 ans. Puis, ce que j'ai aimé de ce cours-là, c'est que c'était l'aménagement faunique, forestier puis récréatif. Donc, des multi-ressources, pas juste gérer la forêt pour les arbres, mais pour la faune puis la récréative. Suite à ça, j'ai décidé, avant que je finisse de graduer, j'ai dit je vais aller travailler pour une compagnie qui fait ce genre d'aménagement-là, multi-ressources. Donc, j'ai été au Québec. J'ai travaillé pour cette compagnie-là pendant 7 ans. Donc, c'est là que j'ai vraiment appris à gérer pour la qualité de la forêt, des habitats fauniques. Donc, c'est vraiment là que j'étais beaucoup hands-on, beaucoup en charge de plusieurs machineries, plusieurs camionneurs, des mises en marché. Donc, c'était vraiment comme si que je gérais ma propre entreprise. Donc, j'ai beaucoup appris connaissance là. On était dans la région d'Ottawa, on s'avait acheté une maison flambant neuve. Puis moi puis mon épouse, elle vient de Pointe-Sapin. On allait rester là pour travailler pour le gouvernement fédéral. Tous les deux des bonnes jobs. On va rester là pour un bon bout, puis elle tombe enceinte. Donc, ça m'a fait re-questionner qu'est-ce que je veux faire le restant de ma vie, est-ce qu'on veut rester ici. Puis une bonne soirée, ça faisait pas longtemps qu'on a acheté une maison, puis j'ai dit, après une coupe de verre de vin avec elle, j'ai dit, j'aimerais retourner chez nous, parce que la famille c'est plus important pour nous autres, mais j'aimerais commencer une entreprise qui restaure la forêt acadienne. Puis je veux juste te dire qu'est-ce que ça implique. Donc, faut qu'on quitte tous les deux nos jobs avec un bébé d'un mois. Il faut qu'on retourne chez nous, chez mes parents, à la cave. Et quand je vais commencer une entreprise forestière, dans la pire crise forestière de l'histoire de toute la foresterie, en 2008, quand tous les moulins fermaient, tout le monde faisait faillite. Moi, je me lançais en foresterie. Donc, puis j'ai dit, pour avoir le même genre de style de vie qu'on a fait, ça va prendre 10 ans. Puis elle a même pas blinké, elle a dit, oui, let's go, allons-y. Donc, c'est pas toutes les femmes qui auraient dit ça. Donc, juste pour dire qu'est-ce qui m'attendait, là, parce que j'arrive à ici, c'était vraiment, il y avait la crise forestière, plus de marché de bois, il y avait l'image négative de la foresterie, qui ont détruit tout. Il y avait l'accès au capital, quand il faudrait que je m'achète des machines, tu arrives aux banques, tu vas acheter une machine et tu fous. Il faut que j'aille en chercher 10. Il faut que j'aille en saisir. Donc, l'accès au capital était très difficile. Puis, le World Wildlife Federation avait mis un rapport que la forêt acadienne, donc la forêt acadienne, ceux qui ne savent pas, c'est un écosystème de cette région ici. Il y a les forêts feuillues du sud et les forêts boréales. Okay? Donc, c'est un mix, c'est une forêt qu'on est très chanceux d'avoir parce que c'est vraiment diversifié. Beaucoup de feuillus, beaucoup de résineux. Donc, il y a des gens qui voient ça comme négatif, mais moi, je vois ça comme positif. So, mon but, c'était, la forêt acadienne était en train de, comme écosystème, de disparaître à cause de beaucoup de coupes de temps. Donc,
le mot Agfor, Acadian Forest, ça vient de là. Donc, mon but, c'était vraiment de balancer l'économie avec l'écologie. Donc, tous les gens me disaient, tu ne peux pas balancer l'écologie avec l'économie, ça se fait pas. Donc, ça, c'était, j'aime ça quand quelqu'un dit ça, c'est impossible. Là. Ça me motive à prouver. Donc, c'est là qu'on a commencé à Agfor. Puis, donc, beaucoup des propriétaires de boisés privés, il y avait, comme il y a des gens qui faisaient la coupe sélective et tout ça, ben, tu n'avais pas une échelle plus commerciale. So, il y avait beaucoup de gens, les deux seules options, c'était soit que tu fais une coupe totale ou que tu fais de la conservation. Tu fais rien du tout. Donc, nous autres, c'était un peu un mix des deux. Donc, forestier un peu durable. Donc, nos opérations sont dans la région du sud-est, puis toutes nos chaudières, tout ça, sont dans la région de l'île Prince-Édouard. Donc, je voulais vraiment que, lorsqu'on arrive sur un boisé privé, que ça serait comme une expérience pour le propriétaire. Il vient puis il apprend beaucoup de sa forêt. Okay? Donc, moi, mon marketing, c'était ça, c'était d'informer les gens, informer les propriétaires de pourquoi on va là, pourquoi on fait ces travaux-là et qu'est-ce qui devrait être le résultat. Puis le more the merrier, le plus de monde qu'il y avait de la communauté qui venait voir nos opérations, le mieux que c'était. On les embarque dans les machines pour les éduquer. Je vais aller un petit peu comme à travers le processus qu'on fait quand on rencontre un propriétaire. Donc, on prend une terre, ça c'est 100 acres, 50 acres, et on la divise en différentes sections qui se ressemblent. Les mêmes espèces, la même hauteur, les mêmes âges, tout ça. Donc, il faut vraiment dire, OK, cette section 1 là, c'est similaire, section 2, tout ça. On appelle ça des peuplements forestiers. Puis, on prend beaucoup de données. Donc, le plus qu'on peut prendre de données d'une forêt, le mieux qu'on peut prescrire les meilleurs travaux. Qu'est-ce qui nous différencie peut-être de beaucoup, j'ai appris ça beaucoup au Québec, c'est au niveau de la vigueur de la forêt. Qu'est-ce qui est la qualité de la forêt? Okay? Avant qu'on rentre, qu'est-ce qui est la qualité, qu'est-ce qui est la vigueur? La vigueur, je veux dire, est-ce que cet arbre ici va vivre 50, 100 ans? Oui. Peuplement forestier, c'est du stand. Stand, yeah, exactement, oui. So stand, juste pour faire une limite de secteur. Donc, est-ce que cet arbre ici, la question qu'on se pose, c'est cet arbre ici, dans 15 ans, il va y être en santé? Okay? Donc, si oui, on le laisse. Sinon, il y a différents degrés de vigueur. On fait comme un genre d'échelle. Puis l'opérateur, il se demande, OK, il ne va pas être en santé dans 15 ans, mais tout de suite, il y a une bille de sillage dedans. On peut faire des tables, des chaises, tout ça. C'est mieux de le prendre tout de suite, parce qu'il ne va pas être de qualité. Ça va tout être de la pâte dans 15 ans. Ça va tout être pour faire du papier. Donc, on va maximiser la valeur tout de suite pour faire des produits. Puis on va laisser un qui est de bonne qualité. So, notre but, c'est quoi la qualité de la forêt avant qu'on rentre? Et quand on a fini les travaux, il faut qu'on aille augmenter la qualité de la forêt et pas la descendre. Donc, on regarde, c'est quoi la faune, la flore, est-ce qu'il y a des plantes rares sur le terrain? On va faire attention à tout ça. C'est sûr qu'on ne peut pas tout voir, mais le plus qu'on éduque les gars qui conduisent les machines, le mieux que c'est. On regarde, y a-t-il des endroits spéciaux pour le propriétaire? Y a-t-il des places qu'il amène sa famille faire des pique-niques, tout ça? Ben, on va pas les couper puis, avec les machines là. Donc, il faut qu'il y ait une bonne communication. C'est quoi les objectifs du propriétaire forestier? J'essaie de dire aux gens, on est comme des docteurs de la forêt. Comme, quand tu vas voir le docteur, tu es malade, le docteur fait une prescription, il te traite, puis après ça, tu deviens dans santé de nouveau. Nous autres, c'est exactement la même chose. La forêt est malade, on fait une prescription sylvicole. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la forêt que ça va la mettre en plus en santé? Donc, ça donne un aperçu que les gens peuvent vraiment visualiser, OK, qu'est-ce que vous faites? On aide à faire la forêt que ça soit plus en santé. So, comme avant qu'on rentre, il y a beaucoup, comme il n'y a pas de lumière qui rentre, il n'y a pas de régénération. On dirait que les gens oublient qu'un arbre, ça a besoin de la lumière et de l'espace pour pousser. So, c'est juste ça qu'on fait. On aide la forêt à pousser, grossir. Puis c'est vraiment surprenant qu'est-ce qu'un éclairci peut faire. Ça, c'est une photo d'une souche d'arbre sur un terrain de la ville de Moncton. Je suis en train de manger un sandwich, puis je regardais juste la souche, puis c'est vraiment impressionnant.
comment est-ce que la lumière peut affecter la croissance d'un arbre. So, cet arbre ici a commencé à pousser en 1954 et il y avait assez d'espace et de lumière pendant 24 ans. Donc, il pouvait pousser comme il faut. En 78, ou ces années-là, ça commence à avoir de moins en moins de lumière, donc plus dense. Donc, pour le prochain, c'est ça qui a grossi pour le prochain 24 ans. Et vois-tu, le bois a même commencé à pourrir, à brunir. En 2002, il y avait une éclaircie. Et dans 12 ans, voilà qu'il a augmenté la croissance de 212 %. OK? Les gens oublient qu'un arbre a besoin d'espace et de la lumière pour grossir. Puis quand je montre ça au propriétaire, il n'y a pas grand planificateur financier qui peut donner un retour de 212 % sur son actif. Donc, c'est très important qu'on commence à éclaircir nos forêts. Puis, comme moi, j'étais en Finlande souvent, tu peux même pas... J'ai fait le tour de la Finlande. Tu ne peux pas trouver 100 pieds carrés qui n'a pas été aménagé. Okay? Ici, tu peux trouver 100 pieds carrés qui a été aménagé. C'est rare. So, mais pour faire ça, tu as besoin des outils spéciaux, des machineries qui sont faites pour faire de l'éclaircie et tout ça. Nos machineries viennent de la Finlande. Donc, les Finlandais les pays scandinaves sont les leaders mondiaux au niveau de la machinerie forestière. Donc, cette machine-là a été spécifiquement faite pour faire de l'éclaircie et être productif. Okay? J'ai acheté ça en 2010. 2011, c'était la deuxième qui vendait en Amérique du Nord. Donc, c'était un gros risque, plusieurs centaines de mille piastres. Mais c'est vraiment, on a Internet dans toutes les machines. C'est comme un iPad. On rentre toutes les spécifications des usines, les prix de bois, puis la machine va dire c'est quoi le meilleur retour sur investissement pour chaque arbre. OK? C'est incroyable. Puis de mon laptop, de mon téléphone, je sais tout ce qui se passe au niveau de fuel, comment est-ce qu'il a arrêté de pisser longtemps. Tout. Donc, il faut qu'ils disent qu'est-ce qu'il est après de faire, puis donc, puis je peux aller voir comment qu'on a bûché de stud, comment qu'on a bûché de pulp. L'information est illimitée de qu'est-ce que je peux avoir. Puis c'est une compagnie que je respecte beaucoup, je connais bien les propriétaires, on fait beaucoup de testing de software pour eux. Comme il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont en foresterie, donc ils nous aiment beaucoup parce qu'on les aide à développer différentes choses, puis ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients. Comme on avait un problème avec la tête, juste pour dire, on avait un petit problème. Ils avaient envoyé les 2 ingénieurs qui avaient inventé la Terre sur l'avion. Ils ont Linda Moncton, on a été chercher. Ils ont venu voir qu'est-ce qui était le problème. Ils ont pris une vidéo. 2 semaines après, j'avais le kit pour réparer la Terre. Donc, tu veux un genre de service comme ça parce que c'est très important. Juste pour te dire, en 2009, juste avant que j'achète ma machine, j'ai été en Argentine. Un congrès mondial forestier, c'est juste à chaque 6 ans. Et j'ai vu là-bas comment est-ce qu'ils faisaient de la pâte pour faire du papier. C'est des super usines. Un arbre, dans 10 ans, il est ça de gros, 100 pieds de long. Donc, c'est tout planté tout autour des usines. Et c'est impossible de compétitionner avec ces usines-là. Ils peuvent faire une tonne de pâte pour faire du papier livré à Notre-Dame pour 250 pièces la tonne. Nous autres, je peux avoir une usine à Notre-Dame, mon coût est 500 $. OK? Donc, ça m'a fait ouvrir les yeux. OK, si on croit qu'on va faire de la pâte pour toujours, puis qu'on va comment on va pouvoir arriver, c'est oublie ça. Là. On ne peut pas compétitionner avec l'Amérique du Sud. Donc, ça m'a fait ouvrir les yeux, puis, OK, ben, il faudrait penser à faire d'autres choses avec ce bois-là, tout ça. So, juste pour te dire, j'ai acheté cette machine-là, 2011. Le prix que j'ai payé, c'est incroyable. 2 semaines après, parce que je croyais qu'elle allait arriver, le marché de la pâte a crashé de 50%. Donc, le prix que je croyais que j'allais avoir, ça a été chopé en 50%. Mais, optimiste comme je suis, j'ai dit à mon opérateur, je dis, c'est le meilleur temps qu'on n'aurait pas pu acheter cette machine-là. Il me dit, tu fou, quoi? J'ai dit, ouais, ben, à exposer, c'est une machine. Ils mettent beaucoup de temps de recherche et développement à exposer, couper plus de bois à l'heure. De notre vieille machine à Stacy, on a monté notre production de 50%. Donc, c'était bon. Ça nous a aidé, mais ce n'était pas la solution.
Tu sais, moi, j'essaie d'être dépendant de les usines. Tu sais, c'est eux qui vont jouer au yo-yo avec toi, tout ça. Donc, il fallait que je me cherche une stabilité de marché. Puis les gens, ils ne réalisent pas comment. Ici, on voit le bois comme la pâte. Tu vas en Europe, moi, je vois ça comme des kilowattheures. Okay? C'est de l'énergie. Puis, c'est de l'énergie solaire qui est emmagasinée, qu'on peut utiliser n'importe quand. Okay? C'est vraiment très avantageux. Donc, je m'assis là, puis j'ai calculé, si je prends une tonne de pâte, je la mets en copeaux, je la délivre à une école, c'est quoi le prix par kilowatt-heure? Puis j'ai été comme, ouf, c'est vraiment bas. Il y a un avantage à utiliser du bois. C'est une des énergies les moins chères. Mais mon deuxième dilemme, c'était on peut-y brûler ça vraiment efficacement. C'est là que Akfor Énergie a commencé. Donc, si tu quand même arrêté quand j'ai starté ma business, vas-tu aller en énergie? J'ai dit fou. Donc, on a dit, OK, ben on va se lancer dans l'énergie, puis on va être intégré verticalement, from stump to stack, que j'appelle. Donc, de la source, aller jusqu'à la cheminée. Donc, on va contrôler la qualité, tout ça. Donc, là, j'ai vraiment recherché comme c'est qui les leaders mondiaux au niveau de la technologie de copeaux, de biomasse, tout ça pour brûler ça efficacement. On est accoutumé ici de voir les wood doctors et toutes ces affaires-là, là, mais la technologie est bien plus avancée que ça. Donc, il y a une différence avec la vieille technologie et la nouvelle. Donc, l'Autriche, c'est le leader mondial des chaudières à biomasse. Okay? Puis Upper Austria, c'est comme le Silicon Valley de toutes les chaudières à biomasse. Donc, j'ai été là, j'ai été voir qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça. Puis donc, tout de suite, qu'est-ce qui a changé beaucoup comparé à 30-40 ans passés? C'est, quand tu regardes ça dans les années 80, là, en haut, c'est l'efficacité du système. Donc, tu avais 50% d'efficacité comme vos poêles que vous avez chez vous, ça c'est 50% d'efficacité. Il y a plus d'énergie qui sort de la cheminée qu'il y en a qui restent. Maintenant, on est rendu à 98, à 100, ben, j'ai des chaudières à 105% okay, d'efficacité. Donc, c'est ça qui a vraiment fait le shift. Puis, au niveau des émissions, donc des particules, tout ça, on a de beaucoup de particules à presque rien aujourd'hui. Donc, c'est ça qui a changé la game au niveau d'utiliser du bois pour faire l'énergie, chauffer, tout ça. Je vais vous dire un peu comme c'est quoi le processus avant qu'on le brûle. Vous avez des questions? Si vous avez un autre après, on peut poser des questions, mais j'en ai pas. So, du bois, là, quand on le coupe, c'est 50% d'humidité à 60% dépendant quand c'est que tu coupes. Donc, c'est vraiment pas efficace de brûler de l'eau et de transporter de l'eau. Okay? Donc, il faut qu'on fasse sécher le bois rond, la biomasse, tout ça. Le target est vraiment de 20 à 35%. Donc, c'est ça que c'est fait pour ces chaudières-là. Ça coûte trop d'argent pour l'amener en bas de 20%. Donc, le sweet spot est vraiment de 20 à 35%. Puis, en séchant, ça peut, comme l'épinette noire, l'épinette rouge, ou plus, là, 3 semaines après, ça peut être sec. Tu vas prendre du tremble, tout ça, ça prend 1 an, 1 an et demi. Du sapin, 1 an. Tu sais, comme ça dépend de la grosseur de l'arbre, ça dépend de l'espèce, tout ça. Donc, on est après de réaliser, voir qu'est-ce qui sèche, comment ça prend de temps. Là, il faut que tu prennes de rond, puis il faut que tu fasses des wood chips, des copeaux avec. Donc, on a un chipper qui est un genre de screen, qui fait tous les mêmes genres de grosseur de copeaux, tout ça. Donc, c'est un chipper qu'on achète, puis on fait des copeaux avec. So, normalement, comme l'automne et le printemps, ton boiler ne va pas runner à 100%. Donc, c'est pas nécessairement important que ça soit vraiment, vraiment sec, tout ça. Parce que ton boiler, mettons, tu mets 100 kW, tu vas juste utiliser 50 kW. Ton bois, parce que tu sors du bois, le divise-tu comme le trempe, tu mets là? Non! Ben, le trempe, comme va pour faire OSB, comme Miramichi, on n'utilise presque pas le trempe. Parce que ça prend trop de temps à sécher, puis par le temps, il est sec, il start à pourrir. So, mais on fait toute une pile, comme violon, boulot,
les rames. Ben, c'est tout le petit, là. OK? Puis on laisse les branches en forêt puis les tops, puis on les branche quand comme 2 pouces à peu près. On met tout ça d'une pile, random length, comme de 8 pieds à 12 pieds. Puis on laisse ça. Soit qu'on le laisse là ou qu'on l'amène dans le projet yard, là, puis on le laisse sécher là. Combien de temps? Hein? Combien de Ça, comme que je dis, ça dépend. On mesure l'humidité de la pile. Puis quand c'est un average de 35, là, on check. Tout ce qu'on va brûler en hiver, on store à l'intérieur. Donc, on loue des bâtiments, tout ça, puis on store tout ça. Parce que ce temps-là que ton boiler va runner à 100%, j'oublie tout. Notre modèle d'affaires, comme je suis beaucoup sur l'île du Prince-Édouard, c'est qu'avec les gouvernements, c'est nous autres qui payent pour le système. Donc, on bâtit l'usine, le biomass plant, puis on fournit. C'est nous autres qui payent pour ça. Il y a un meter dans l'école ou l'hôpital, puis on signe un contrat de 20 ans avec le gouvernement. On vend la chaleur au gouvernement. On remplace l'huile. Okay? Donc, nous autres, le plus que le bois peut être sec, ça veut dire qu'on met 100 kW, on veut vendre 100 kW à l'heure. Okay? Donc, le plus efficace que le système, le mieux que c'est pour nous. Pourquoi pas nous rendu que les gouvernements ne sont pas réceptifs à l'idée ou... Oui, c'est juste que nous besoin ça prend plus de temps. Avec Kagera, c'est tout. Je pense que l'île, c'est un bon exemple, c'est une petite province. Les décisions se font vite. Ils décident, comme je vous en parlais beaucoup après, des régions dans le monde où ça avance vite. C'est qu'ils ont décidé sur une stratégie. Ils ont dit en 2009, on veut éliminer l'huile sur l'île. Ça ne rapporte pas à l'île. Puis on veut créer. Comme la biomasse, ça fait 3 affaires. Eux, ils ont compris que c'est plus stable comme énergie parce que c'est local. C'est pas taillé à un world market d'huile ou whatever. Ça réduit les gaz à effet de serre. Puis ça crée des jobs parce que tu as des gens en forêt qui font de l'énergie à tous les années. Okay? So, ils ont compris ça. Quand ils achètent la biomasse, ils savent, ils ont compris ça. C'est pas juste le prix, c'est ces 3 choses-là. Puis ils ont juste décidé qu'une stratégie, on s'en va là. On remplace toutes les écoles hôpitales avec la biomasse. Puis c'est pas compliqué. On y va. Donc ils ont pris une décision, une stratégie, puis même si les prix d'huile ont baissé, ils ont dit non, on a pris une stratégie, puis on y suit, puis on y tient. Puis c'est ça la différence. Est-ce que le pourcentage de bois qui vient de l'île ou vient de la province par les là, c'est des... Comme ça, c'est quasiment plus, c'est comme 10% de vente. Comme tout, il y a assez de bois sur l'île, juste pour donner un exemple, OK? Parce que le monde ne réalise pas comment efficace sont les systèmes. So, moi, j'ai plusieurs bûcheuses. Une bûcheuse, dans une semaine, là, la pâte qu'elle fait, là, le pulp, dans une semaine, je peux chauffer une école pour 1 an. Okay? C'est comment efficace que ces systèmes ici. Puis l'île, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de bois sur l'île, nanana. Mais l'île est moitié bois, moitié champ. Les 2 extrémités de l'île, c'est du bois, et le milieu, c'est des champs. So, toute l'île, le bois, par année, fait à peu près, au niveau comme la croissance, là, fait à peu près 400 000 tonnes de bois par année. Okay? Pour chauffer 30 bâtisses gouvernementales, ça prend 12 000 tonnes. Okay? On utilise à peu près 1% de ce que la forêt produit par année sur l'île de Prince-Édouard. Donc, il n'y a pas de place en masse. Okay? Les gens, c'est comme ils ne réalisent pas ça, c'est comme les boilers sont assez efficaces que ça prend vraiment pas beaucoup de bois pour remplacer l'huile. Donc, on délivre les copeaux. C'est un camion qu'on a inventé, comme un camion à huile. OK, nous autres, on invente un camion à chip. So, moi, j'aime ça, les challenges. Là. So, on a dit, on va bâtir les bâtisses comme ça pour livrer en hauteur parce que ça coûte plus cher à dumper les copeaux en dessous parce qu'il faut que tu mets du ciment, tout ça. Donc, j'ai dit, il faut qu'on aille en hauteur. J'ai dit, on va commencer à bâtir des bâtisses comme ça, puis on a 3 mois à bâtir un truck pour livrer là. So, on a pris, on était voir des ingénieurs, tout ça, puis c'était, j'ai rien contre les ingénieurs, mais c'était un prix fou, puis c'était, ils voulaient réinventer la roue. J'ai été voir des fermiers, puis des welders à l'île de Prince-Édouard, puis on a bâti ça dans 10% du coût que les ingénieurs avaient dit, puis ça a travaillé tout de suite. Donc, il y a beaucoup de main-d'œuvre locale qui est vraiment. Donc,
Donc, c'était le prototype. Là, on a fait récemment la version 2 qui est beaucoup meilleure. Donc, basically, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas d'électricité, on chauffe de l'eau. Donc, c'est juste l'énergie thermique. Donc, basically, c'est bien simple, on chauffe de l'eau chaude. Le bâtiment est déjà tout pipé pour l'eau chaude. L'huile chauffe l'eau chaude. La seule affaire qu'on fait, nous autres, c'est qu'on bâtit une bâtisse à part, on met un tuyau sous la terre, puis on va connecter, après ce que ça vient de l'huile, ça vient de la biomasse. Mais on utilise l'huile comme backup. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, l'huile croit juste que c'est l'été toujours, puis quand nous autres, notre système manque quelque chose à se réaliser. Je vois que ta bâtisse n'a pas de cheminée. Oui, mais il y a eu un arrêt, elle est petite, oui. Oui, c'est ça, oui. Ça fait pas, tu vas voir, ça fait pas grand. Ça fait plus pour d'avoir un arrêt, là. Mais nous autres, nos installations, pour que ça aille plus vite, puis plus efficace, puis baisser les coûts, on fait comme un genre de système plug and play. Tout est installé dans un container. La plomberie, l'électricité, le boiler, tout est prêt. Ça arrive sur le site, on fait une pelle, on drop le container, on bâtit un silo pour tenir les copeaux, puis on merge les deux bâtisses ensemble. Donc, comme j'ai déjà vu qu'on a droppé le container, puis 48 heures après, on fournissait la chaleur. Ouais. Donc, ça aide à... C'est comme un mobile heating station. Tu peux aller dans des dump delivery sous la terre. En ville, tu peux avoir chauffage biomasse. Qu'est-ce qui s'en vient beaucoup populaire, c'est les chauffages de distillerie. Nous autres, on a deux en Summerside. Donc, tu as un boiler, mais qui chauffe jusqu'à 2-3 km, 4 km alentour. Toutes les bâtisses alentour. Donc, moi, c'est ce système-là que j'aime plus. À place de tout le monde a un système. Un système. En Europe, c'est tous les villages, comme Kokang, tout ça. Tu as un plan. Les pipes, ça chauffe tous les villages au complet. Puis les propriétaires boisés amènent les copeaux à la power plant. Donc, puis tu traverses tous les villages sont comme ça. Tu as une heating station qui chauffe tous les villages. Tu veux dire, c'est pipé sous la terre? Sous la terre. Comme le gaz naturel, puis ça. Chaque maison a son tuyau d'eau chaude, d'eau fraîche, supply return qui vient. Il y a un petit meter dans la cave, puis ça dit combien de kilowatts qu'il y a usé, puis il paye ça. Ouais. Donc, tout le monde se connecte au système de réseau de chauffage. Ouais. Mathieu, ça, c'est-tu dans des nouveaux développements? Vous avez retrofité un développement existant? Non, existant. Ouais. Existant. Ouais, c'est pas obligé d'être nouveau. Non. Tu peux aller dans les parking lots, c'est pour ça que je dis, là, comme c'est pas à la campagne, c'est en ville. Le dump des copeaux, c'est sous un parking lot. Donc, ça peut être caché, le boiler room est sous. Les gens, on est beaucoup comme on a eu beaucoup de la misère, comme les hôpitaux, tout ça, ils étaient craintifs, les émissions, tout ça. Puis, vous n'allez pas brûler du bois ici. Il y a beaucoup de... Puis, je les blâme pas, là. Mais, ça, c'est une photo aérienne de Summerside. Ça, c'est tous nos boilers. Donc, on est vraiment urbain. On a deux chauffages de distillerie. Donc, on chauffe une bâtisse en 1 km avec un boiler. Si on ferait de la boucagne, puis qu'on faisait, on ne serait pas là. On a des garderies et tout ça à côté. Donc, mais les gens des hôpitaux et tout ça voulaient. Oui, vous nous dites ça, ben est-ce que c'est vrai? Okay? Puis ils ont totalement raison. So, on a dit au gouvernement, est-ce que engager peut-être une firme indépendante pour mesurer c'est quoi qui sort de cette cheminée ici. Okay? So, ils ont fait ça, ils ont gaspillé comme 30-40 000 $ pour venir une ferme pour mesurer ça. Les limites de particules sur l'île Placédoire, c'est 120 parts per million. Okay? Le gars est arrivé, il a monté dans la machine, il a mis son pendant pour mesurer les particules. Il a redescendu, il a dit, il y a quoi avec ma machine? Il a bien monté, il a bien descendu, mais il dit, quel genre de technologie vous utilisez? J'ai des technologies autrichiennes. So, en théorie, comme dans les livres, tout ça, ça dit qu'un boiler à copeaux devrait être comme 80 parts per million. Et un boiler à granule devrait être comme 55. So, nous autres, l'hôpital, quand je chauffais déjà, a sorti à 36 puis fait 6. Okay? Donc, il y avait même les fournisseurs d'équipements ne pouvaient même pas voir les résultats. Mais ça, c'est quand tu peux être à 120 quand tu as des copeaux qui sont sales, tout ça. Donc, en contrôlant nos copeaux, nous autres-mêmes, on peut avoir le système plus efficace. Ça,
Ça, c'est l'une de nos dernières grosses installations, 2,5 MW, ça chauffe l'hôpital de Summerside. 1 million de litres d'huile qu'ils utilisent par année. On va remplacer ça. Là, on voulait faire un beau projet avec, que les gens peuvent venir voir tout ça. Donc, ça, la vraie bâtisse. Un côté, les cocos, de l'autre côté, c'est le boiler room, beaucoup de fenêtres. Donc, le camion recule, c'est comme un walking floor, un trailer, 48 pieds qui dévide les cocos dans la chambre. Puis là, c'est des genres de walking floor qui amènent les cocos dans une vis, un auger. Puis là, ça monte les cocos au chaudière. Donc, ça, c'est les deux chaudières qu'on a. Une pour l'été, les deux semaines pour l'hiver. En dedans, c'est tout du bois, c'est tout beau. Juste pour montrer aux gens qu'un boiler de biomasse, c'est pas obligé d'être sale, c'est pas obligé d'être crotté. Tout ça. Donc, essayez de changer la perception du chauffage. On a plusieurs dans l'ouest de l'île. Un peu, c'est la slide de l'électricien. Il n'y a aucune activité, c'est une étude qui a été faite par Chuck qui vient d'investir dans la création d'emplois. Costumel, la sylviculture, donc des gens qui vont faire avec les classes et tout ça, avec la biomasse. Il n'y a même rien qui vient proche à ça. C'est comme 4 fois la création de job de any autre. Investir des écoles, des chemins, et tout ça. Puis, c'est comme le solaire, le wind power, tout ça. Une fois que tu as installé ça, ça crée plus de job. Okay? C'est bon d'avoir ça. Moi, je trouve que le solaire et le wind est bon pour faire de l'électricité, mais pas chauffer. Ce que nous autres, on peut promettre, que personne d'autre peut promettre, c'est une stabilité des prix. Okay? Les conseils scolaires, les commissions de santé et tout ça, ils aiment beaucoup chauffer à biomasse parce qu'ils peuvent calculer c'est quoi leur prix à long terme. Okay? Ça qu'ils n'aimaient pas avant, c'est OK, on va mettre 100 000 de chauffage cette année. Prix d'huile monte. Oh! 40 000 de plus. Oh! Puisqu'on va chercher 40 000. Là, ils peuvent prédire. Nous autres, on a fait un prix puis on monte avec l'inflation, donc 2% par année. Là, je vais parler un peu plus comme au niveau communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai été voir plusieurs exemples dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Si les gens sont pris en main, tout ça. Cette petite communauté ici, c'est en Autriche. C'est pas loin de Gary, tout ça. C'est 3000 personnes, à peu près. Ici de communauté rurale de Pocanton, c'est ça, 3000. 2000, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un village là, que il y avait 25% de chômage. Les jeunes s'en allaient, un peu comme qui arrivent ici. Puis, ils dépendaient beaucoup des sources d'énergie à l'externe et tout ça. Donc, ça faisait vraiment pitié, là, comme un peu de promesse validée du Sud. Puis, le village est fait comme ça, puis il y a un château dessus. Là, ils ont fait des réunions de qu'est-ce qu'on peut faire pour assez stimuler l'économie et tout ça. Puis, il y avait le maire. Il y avait un entrepreneur qui était dans ces réunions-là, puis ils ont sorti pour boire un café sur le patio. Puis ils ont regardé à l'extérieur, il a dit on a du bois ici. Puis le bois, c'est de l'énergie. Puis le conseiller a dit gars, si vous pourriez faire votre propre énergie, le monde resterait ici, l'argent viendrait plus de la communauté. Ça, c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Ils ont commencé avec un chauffage de district. Une section de la ville qui était chauffée avec un système. Puis j'ai dit, comme moi c'était trop beau pour être vrai. So, moi, je suis un temps, il faut que je voie mes productions. So, j'ai appelé un économiste de l'université de UNB. J'ai dit, viens, tu prends le drive, on va aller voir ça. Voir comme les chiffres et tout ça, puis voir si c'est là. On a été voir, là, ils ont commencé avec le chauffage de distillerie. Puis c'est le fun à voir parce que tu as comme un quartier là. Tu vas voir les boilers et tout ça, puis là, tout le monde a un petit peu de terre, puis tout ça, puis il amène du bois. Puis là, c'est comme il contribue au système de chauffage, puis il s'est enlevé des huiles de chauffage pour l'année. Okay? Il y a beaucoup de bénévolat comme un gars qui va faire la comptabilité. Puis on est arrivé là, puis un gars pour un café, puis il nous a présenté à la communauté. Puis
Puis ici, Twig, c'était fier, car on n'a plus besoin de power. On contrôle notre propre énergie. Des fermiers. On a parlé à des fermiers. Comme ça que j'ai aimé, ce village-là, il y a des choses qu'on a comme ressources, qu'est-ce qu'on peut maximiser. So, tout de suite, ils font 200% de leur électricité puis 100% de leur chauffage. Donc, ils sont autosuffisants. Les fermiers, on sait bien que une vie de fermier, c'est très dur, là. Eux, maintenant, ils se font payer pour la waste, donc la waste d'animaux et tout ça. C'est amené à ce plan-là de biogaz. C'est un digester, c'est brûlé, ça fait un gaz naturel, ça fait de l'électricité, turbine, tout ça. Puis la waste de ce sludge-là s'en va dans une pompe. Puis maintenant, ils sont payés pour ce waste, puis ils peuvent prendre un fertilisant organique pour mettre dans un champ. C'est incroyable. Puis on a été voir, puis maintenant on a une vie, on peut vivre, tu sais. Donc toutes nos choses organiques. Ils sont comme une coop de fermiers qui vendent l'électricité à la communauté. Okay? Vraiment, vraiment impressionnant à voir. So, qu'est-ce qui est arrivé que, à cause qu'ils faisaient de leur propre énergie et tout ça, ils ont, à cause qu'ils font de leur propre énergie, ils peuvent promettre une stabilité des prix, right? So, qu'est-ce que ça fait ça? Si moi je suis une business et je fais un produit, puis quand je fabrique mon produit, il y a 30% de mes coûts, c'est l'énergie. Ben, je ne sais pas ce que je vais. Ben, je vais aller dans une petite communauté qui peut promettre le même prix pour 20 ans de temps. Okay? So, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a 50 business qui sont installés dans cette petite communauté-là. 50 business. Tout le chômage est de 2% aujourd'hui. Puis les gens comme des salaires, comme des bons salaires, tout ça. Donc, tu vois vraiment qu'est-ce que l'effet que ça fait. Ça, c'est comme on prévoit un 15 il a décidé de faire du propre chauffage, tout ça. Donc, le coût de chauffage, tout comme c'est stable, et d'électricité, tout ça, c'est le prix du baril d'huile. Donc, ça, c'est qui arrête. Quand ça, c'est des gaz, les gaz à effet de serre, parce qu'elle continue à l'huile, ça a monté. À cause qu'ils ont fait ce chiffre-là, les gaz à effet de serre ont pris à descendre. Donc, le gouvernement de l'île, ils ont décidé, OK, on double nos installations de biomasse. Donc, ils prennent vraiment une décision. J'ai souvent parlé à travers le Canada, puis au Vermont. Vraiment, l'île présidente et Vermont. Le Vermont, eux, les décideurs, ils ont dit non, on prend une décision. Eux, ils ont dit, OK, c'est quoi le square footage de toutes nos écoles? 15% qui était chauffé avec du bois, on va doubler ça dans 5 ans, 35%. Donc, tout le monde s'est mis ensemble. On double nos consommations de biomasse. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des compagnies qui livrent des copeaux, des compagnies qui font de la granule. Donc, ça crée beaucoup de compagnies. Puis l'argent reste là. Bon. Avant, dans cette région-là, il y a 310 millions, 145 millions qui est exporté, okay? Qui décollent de la région. Depuis qu'ils ont fait ce chiffre-là, maintenant, il y a 80 millions qui restent dans la région. Okay? So, c'est ça l'effet que ça fait de switcher à la biomasse. Donc, eux sont vraiment irrégaux, comme ils veulent des forêts en santé, des communautés vibrantes, des énergies renouvelables. Donc, c'est vraiment des gens qui se prennent en main. C'est comme que je dis, comme moi, je fais ça pour, tu sais, comme les générations futures, tout ça, c'est comme c'est eux, il faut commencer à garder pour eux, puis prendre des décisions pour eux, parce que on est vraiment là. Ouais.